Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu de Mandalorian Adventure, un jeu qui a été édité en 2024 par Unexpected Games et qui a été distribué au Canada par Asmodee Canada. Je veux d'ailleurs les remercier de nous envoyer cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu d'un de mes auteurs favoris, donc M. Cory Konieczka. On a d'ailleurs fait une entrevue avec lui à Gen Con. Vous pouvez aller visionner ça dans notre vlog en cliquant le petit i en haut de l'écran. Il a aussi un co-auteur avec Josh Pepler. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs et les parties vont durer environ 60 minutes. Le but va être d'accomplir l'objectif du scénario qu'on a choisi. C'est donc un jeu à scénario. Chacune des missions va représenter les événements de la saison 1 de la série de Mandalorian. Donc, on va incarner différents personnages pour essayer d'accomplir les missions. C'est un jeu coopératif de gestion de main de cartes et on a aussi des choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure des parties. Donc, on va déverrouiller tranquillement des règles un peu plus avancées, des nouvelles cartes pour les personnages, un nouveau mode de jeu aussi avec un trade, des scénarios additionnels aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de choses dans cette petite boîte. Donc, de Mandalorian Adventure, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer le scénario 1 pour une partie à 2 joueurs. Premièrement, on peut lire l'extrait de bande dessinée qui va nous emmener au premier scénario. Et ensuite, on va tourner la page et on va avoir le plateau du premier scénario qui est désigné comme étant le plan. On va ensuite former une pioche avec les cartes événements et on va les placer dans le bas du livre à côté de la zone de crise. On va faire de même avec les cartes planification. On va les placer à côté du plateau. On va former une réserve avec les jetons de dégâts. Ensuite, on va aller prendre les jetons de perturbation. On va les classer par couleur. On a des jetons blancs et des jetons jaunes. On va prendre un jeton blanc au hasard et on va les placer face visible sur les 4 cases action dans le bas du plateau. Le restant des jetons seront mélangés face cachée et on va ensuite aller les placer pour former une réserve qu'on va utiliser pendant la partie. On va ensuite aller chercher les pions menaces pour le scénario. Donc, on aura le numéro du scénario qui est indiqué sur les jetons et on va les classer selon les formes qui sont représentées sur le dessus. Les jetons menaces représentent principalement les ennemis qu'on aura affrontés pendant le scénario, mais certains jetons seront aussi des atouts qui pourront nous donner des bénéfices ou des jetons qui seront utiles pour accomplir les objectifs de la mission. Sur le plan, on va retrouver les formes des jetons menaces qui sont indiqués. Ce sont les endroits où on va placer les jetons au début de la partie dans la mise en place. Si un jeton a un point d'interrogation, ça veut dire que le jeton sera placé face cachée. Donc ici, on va placer un jeton avec un cercle face cachée. Ici, il n'y a pas de point d'interrogation, donc le jeton sera placé face visible. Donc on va prendre un jeton carré et on va le placer face visible. Ici, il représente un ennemi. Et on va faire la même chose avec le reste des jetons menaces. Une fois tous les pions menaces placés sur le plan, il va nous rester les pions qui ont un pentagone. Ce sont les pions renforts. On va donc les garder face cachée et les placer à côté du plateau pour former une réserve. Ensuite, chacun des joueurs va se choisir un personnage. Dans la mission, on va nous suggérer des personnages thématiques qui sont les personnages qui font cette mission dans la série Le Mandalorien. On n'est pas obligé de respecter ces suggestions, c'est seulement pour être plus thématique et on pourrait jouer le scénario avec 3 ou 4 personnages sans problème en prenant n'importe quel des 8 personnages qu'il y a dans le jeu. Mais pour cet exemple, on va décider de suivre la suggestion thématique, c'est-à-dire qu'on va prendre le Mandalorien ainsi que IG-11 pour cette mission. Chacun des joueurs va recevoir sa carte personnage, son deck de cartes personnages ainsi que sa silhouette. Les joueurs vont placer leur silhouette sur la case de départ où il y a la flèche sur le plan. Et ensuite, chaque joueur va piocher 4 cartes personnages de son deck pour former sa main de départ. On peut choisir 3 niveaux de difficulté pour notre mission, novice, standard et vétéran. Si on joue à novice, les joueurs vont conserver le côté novice de leur carte personnage, ils auront donc plus de points de vie. Si on veut jouer au niveau standard, on va retourner notre carte de personnage de l'autre côté, donc on aura moins de points de vie pour accomplir la mission. Et si on veut jouer au niveau vétéran, on va jouer avec la carte du côté qu'on a moins de points de vie. Et au lieu de piocher 4 cartes, on va avoir une main de 3 cartes pendant la partie pour le niveau vétéran. Mais pour cet exemple, on va rester au niveau novice, ce qui est suggéré pour une première partie.
Et finalement, on va donner aux joueurs une carte aide de jeu avec les différents symboles et des habiletés des ennemis, ainsi que les phases dans un tour de jeu. Et les joueurs vont désigner un des personnages qui sera premier joueur pour débuter la partie. Une partie de The Mandalorian Adventure se joue à tour de rôle. Les joueurs vont jouer des cartes personnages sur les 4 actions disponibles pour pouvoir faire des actions sur le plan et tenter d'accomplir l'objectif de la mission. Pour la mission 1, l'objectif est de trouver le butin, qui est en fait Grogu, et on doit terminer un tour de jeu d'un joueur en étant présent sur la même case que le butin. Il est représenté par un des 2 jetons menace qui est triangulaire. Donc on sait qu'il est caché ici dans le bunker, mais le bunker est verrouillé, donc on devra trouver le moyen de débarrer la porte avant d'aller obtenir le butin pour remporter la partie. Les joueurs ont aussi une condition de défaite selon la mission. Ici, la condition de défaite, c'est si jamais un joueur est vaincu. Donc, si un joueur reçoit un nombre de dégâts égal ou supérieur à sa santé, à ce moment-là, il est vaincu et tous les joueurs vont perdre la partie. Chaque tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est la phase d'action. C'est là que le joueur va jouer des cartes personnages sur les emplacements d'action pour effectuer soit l'action se déplacer, attaquer, se renseigner ou planifier. Le joueur est obligé de jouer 2 actions et les 2 actions doivent être différentes. Donc, je ne peux pas faire 2 fois l'action attaquer dans le même tour. Si je fais une action attaquer, je devrais choisir soit se déplacer, se renseigner ou planifier pour ma deuxième action. Les cartes personnages des joueurs sont chiffrées. Donc, si jamais un joueur joue cette carte dans l'emplacement se déplacer, c'est une carte de valeur 3, c'est-à-dire qu'il va faire l'action se déplacer avec une valeur de 3. Il pourra donc se déplacer de 3 cases sur le plan. Si on avait joué la carte de valeur 3 dans l'action attaquer, on va donc attaquer un ennemi qui est dans notre case ou dans une case adjacente à notre silhouette avec une valeur de 3, c'est-à-dire qu'on va lui infliger 3 points de dégâts. Si on avait placé la carte dans l'emplacement se renseigner, on va faire l'action se renseigner avec une force de 3, c'est-à-dire qu'on va avoir une portée de 3 pour faire cette action. Et finalement, si j'avais placé ma carte 3 dans l'action planifier, à ce moment-là, j'aurais pioché 3 cartes pour faire mon action planifier et gagner une carte planification, qui est une carte bonus qui va m'aider dans la partie. Certaines cartes vont avoir des icônes de compétences. Par exemple, je pourrais jouer cette carte ici pour me déplacer d'une force de 1, puisque c'est une carte de valeur 1. On voit qu'elle a un symbole bonus d'attaque, mais comme je ne l'ai pas placé dans l'emplacement d'attaque, je ne bénéficie pas de ce symbole. Donc, je vais faire un déplacement de 1. Par contre, si j'avais joué cette carte dans l'emplacement attaque, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser son symbole bonus qui va augmenter la valeur de ma carte à 2 et qui va me permettre de faire une attaque de 2 sur un ennemi. Certaines cartes ont même des capacités, c'est-à-dire qu'il y aura du texte dans le bas de la carte et ce texte sera associé à une des actions. On va seulement pouvoir déclencher cette capacité si on a placé la carte dans l'action correspondante à sa capacité. Donc en plaçant cette carte dans l'action attaque, je vais pouvoir faire une attaque de force 2 comme à l'habitude, mais comme je n'ai pas placé cette carte-ci qui a une capacité de déplacement dans l'emplacement de déplacement, je ne pourrai pas activer cette capacité. Mais à la place, si j'avais mis cette carte dans l'action déplacement, puisque cela correspond à sa capacité, je vais pouvoir faire une action de déplacement de 2 comme normalement avec le chiffre de la carte, et je vais aussi pouvoir activer l'effet dans le bas de la carte pour la capacité, puisqu'elle correspond à l'action de déplacement. Je peux décider d'activer la capacité en premier et de faire l'action normale par la suite, ou les inverser dans l'ordre de mon choix, à moins que cela soit spécifié sur l'habileté de la carte. Donc ici, je pourrais faire un déplacement de 2, arriver sur la case qui a un ennemi, et ensuite activer mon habileté qui me permettrait de faire 2 points de dégâts à un ennemi dans ma case. Lorsqu'on place des cartes personnages dans les emplacements d'action, toutes les actions sont optionnelles, donc les joueurs ne sont pas obligés de faire l'action, mais ils seront obligés de jouer 2 cartes dans leur tour de jeu sur des actions différentes. Regardons maintenant chacune des actions en détail. Commençons par l'action se déplacer. Disons que le joueur a joué une carte de valeur 3. Il pourrait donc faire une action de déplacement de 3. On peut donc se déplacer de 3 cases. Les joueurs peuvent traverser les petites lignes blanches qui séparent les cases pour pouvoir se promener sur le plan. Donc ici, le Mandalorien pourrait bouger de 3. Donc 1, 2, 3. Donc je pourrais terminer ici mon déplacement dans la même case que cet ennemi. Il n'y a pas de limite de personnages ou d'ennemis qui peuvent se retrouver dans la même case sur le plan. Certains ennemis ont des capacités, par exemple cet ennemi a un symbole de sentinelle, donc lorsqu'un joueur va terminer son déplacement sur la case de cet ennemi ou sur une case adjacente à cet ennemi, il va subir 1 point de dégâts, on va donc aller placer 1 point de dégâts sur la carte du Mandalorien.
Lorsqu'on se déplace, si on rentre dans une case qui a un jeton menace qui est face cachée ou bien un ennemi, on est obligé de terminer notre déplacement sur cette case. Donc si j'avais un déplacement de 4, j'aurais fait 1, 2, 3 et je suis obligé de terminer mon déplacement puisque je suis entré dans la case d'un ennemi. C'est la même chose avec les pions menaces qui sont face cachée. De plus, si on termine notre déplacement dans un endroit où il y a un pion face cachée, on va aussi immédiatement révéler ce jeton face visible. Par contre, si on se trouve dans une case avec un ennemi, on peut débuter un déplacement et sortir de cette case sans problème. Les joueurs peuvent seulement traverser les lignes minces blanches qui sont sur le plan et on retrouve d'autres types de lignes que les joueurs ne peuvent pas traverser avec leur déplacement. On retrouve d'abord les lignes rouges hachurées qui sont des lignes qui délimitent des zones interdites. Donc ce sont des cases qu'on ne peut pas traverser avec un déplacement. De plus, ces cases ne seront pas prises en ligne de compte pour pouvoir compter la portée, pour pouvoir faire une attaque ou bien une action. On retrouve aussi des lignes pointillées qui représentent des zones surélevées. Par exemple, l'ennemi qui est ici est sur le toit du bâtiment. Donc, les joueurs ne peuvent pas, avec un mouvement, se déplacer au travers d'une ligne pointillée. On devra utiliser l'échelle qui est de l'autre côté où il y a une petite ligne blanche qu'on peut traverser. Par contre, les cases qui sont délimitées par des lignes pointillées peuvent être prises en compte lorsqu'on va compter la portée pour faire une attaque ou une habileté, contrairement aux zones interdites. Et finalement, les lignes épaisses qui représentent des murs ne peuvent pas être traversées avec un déplacement, ni être prises en compte pour la portée d'une attaque. Et on a ici la zone rouge qui représente une porte verrouillée et ça compte comme étant un mur tant que la porte est verrouillée. Donc on ne peut pas se déplacer au travers et on ne peut pas non plus compter la portée au travers de la porte. Et sur tous les plans, on va aussi retrouver des cases avec des étoiles. Quelquefois, on aura même des étoiles de différentes couleurs. Ce sont les zones d'apparition pour les renforts durant la mission. Donc ces symboles n'ont aucune incidence sur les déplacements des personnages. Pour l'action attaquer, je vais décider de jouer ma carte Lance-Flamme qui a une valeur de 2. Je vais donc pouvoir faire une attaque de force 2. Et je vais aussi pouvoir faire son habileté puisque c'est une carte qui est associée à l'action d'attaque. Je vais donc pouvoir faire la capacité et l'attaque dans l'ordre de mon choix. Je vais commencer par l'habileté de mon lance-flamme qui me permet de faire 2 points de dégâts à un ennemi qui est dans ma case. Donc je vais faire 2 points de dégâts à cet ennemi. Il a 4 points de vie, donc je vais lui placer un marqueur de 2 dégâts sur son jeton. Les marqueurs de dégâts vont rester sur les ennemis jusqu'à temps qu'ils soient vaincus. Ensuite, je vais faire mon attaque normale de force 2. Lorsqu'on fait une attaque, on peut attaquer un ennemi qui est soit dans notre case ou une case à portée de 1. Donc, je pourrais attaquer un ennemi qui se trouve ici, 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 là. On peut compter la portée ici, même si c'est surélevé. Et je pourrais même attaquer ici le jeton menace qui est face cachée, si je pense que c'est un ennemi. Si je veux attaquer le jeton face cachée, je vais donc le désigner comme étant ma cible et ensuite je vais le retourner pour voir si c'est un ennemi ou si c'est un jeton atout. À ce moment-là, mon attaque n'aura aucun effet. Donc si je retournerais le jeton, c'est un jeton bleu, c'est un jeton d'atout. Ici, c'est un medkit. Donc ce n'était pas un ennemi. Donc à ce moment-là, j'aurais perdu mon attaque. Mais disons à la place que je n'ai pas décidé de faire ça et que je décide d'attaquer l'ennemi qui est sur le toit. Donc je vais lui infliger 2 points de dégâts, il a 2 points de vie. Il sera donc vaincu et retiré du plan. Pour l'action se renseigner, je vais décider de jouer 7 cartes. On va donc faire une action se renseigner de valeur 4. Et ici, j'ai joué une carte qui a une capacité renseignée. Je vais donc pouvoir activer cette habilité. Donc l'habileté et l'action dans l'ordre de mon choix. Commençons par l'action se renseigner de valeur 4. Lorsqu'on fait cette action, on a 2 choix. On peut premièrement décider de cibler un ennemi qui se trouve à une portée de 4 ou moins pour pouvoir le déplacer d'une case. Donc ici, je pourrais cibler plusieurs ennemis. Donc 1, 2, 3, 4, je pourrais cibler celui-là. 1, 2, celui-là. 1, 2, lui. Je pourrais cibler celui-là aussi. Donc, ou l'ennemi qui est sur ma case. Et je déplacerai cet ennemi d'une case dans une case qui est adjacente à celui-ci. La deuxième option est de cibler un pion menace qui est à une portée de 4 ou moins, puisque je fais une action de force 4, pour pouvoir regarder l'identité de ce jeton et le remettre face cachée sur le plan. Donc ici, je pourrais cibler 1, 2, 3, je pourrais cibler le jeton qui est ici, le jeton qui est là, 1, 2, 3, 4, je pourrais cibler celui-là. Je ne peux pas cibler ceux qui sont derrière la porte verrouillée, je pourrais cibler celui qui est ici, ou bien celui qui est dans l'autre coin. Donc d'ici, je peux cibler n'importe quel pion menace qui est face cachée. Je vais aller regarder l'identité du jeton, donc je vais regarder sans le montrer aux autres joueurs. Je vais donc savoir si c'est un jeton d'atout, comme celui-ci, un jeton bleu, ou bien si c'est un ennemi, et ensuite je vais le
replacer face cachée sur le plan. Même si je ne montre pas le jeton aux autres joueurs, j'ai le droit de discuter, de dire les informations que j'ai obtenues. On garde cette gamique face cachée parce qu'il y a un mode qu'on peut jouer avec un trait, donc on pourrait dissimuler des informations aux autres dans ce cas-là. Le jeton que j'ai observé est un jeton atout. C'est une des clés pour ouvrir la porte. Donc, on doit aller chercher ces 2 clés pour pouvoir ouvrir la porte et ensuite aller chercher le butin qui est l'objectif de la mission. Lorsqu'un joueur se trouve dans une case où il y a un jeton atout, donc les jetons bleus, il peut gratuitement utiliser le jeton, le défausser et déclencher l'habileté de ce jeton. Ici, c'est un medkit, donc ça va nous soigner 1 point de dégâts en l'utilisant. Et ici, c'est l'objectif du scénario, donc c'est un jeton qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Donc c'est une des 2 clés. À ce moment-là, on va aller le placer sur son endroit respectif sur le plateau quand on va le ramasser. Le joueur n'est pas obligé d'arrêter son déplacement sur ces jetons pour pouvoir les utiliser. On peut les utiliser au travers d'un déplacement ou bien si on se trouve sur la case de ce jeton, donc on peut les utiliser de façon gratuite à notre tour de jeu. Et finalement, pour l'action planification, j'ai décidé ici de jouer une carte de valeur 4. On va donc faire cette action avec une force de 4. Pour l'action de planification, on va aller piocher un nombre de cartes égal à la force de notre action. Donc ici, on va aller piocher 4 cartes. Si on a pioché des cartes ras-le-bol, donc des cartes qui n'ont aucun effet, on va automatiquement aller les placer dans la défausse. Ensuite, parmi les cartes restantes, on va décider d'en garder une pour pouvoir la placer dans notre zone de jeu. Donc, il y a 3 types de cartes planification qu'on peut avoir. Il y a des cartes riposte, des cartes défense et des cartes anticipation. Un joueur n'a pas le droit d'avoir en sa possession 2 cartes identiques, donc on peut avoir devant nous une carte de chaque type. Donc si je vais choisir une des 3 cartes à conserver, la carte défense peut être jouée pour annuler un point de dégâts qu'on vient de recevoir d'un ennemi. La carte riposte va nous permettre d'infliger 2 points de dégâts à un ennemi qui vient de nous infliger des dégâts. Et la carte anticipation va nous permettre d'aller piocher 2 cartes personnages et ou de jouer une 3e action à notre tour de jeu, mais on doit quand même respecter de faire des actions différentes, donc je ne peux pas faire ma 3e action, une des 2 actions que je viens de faire à mon tour de jeu, je devrais en faire une 3e qui est différente des 2 autres. Donc ici, je vais décider de garder la carte riposte que je vais placer dans ma zone de jeu à côté de ma fiche personnage. Parmi les cartes que je n'ai pas choisies, je peux décider d'en replacer une sur le dessus du deck et ensuite les autres cartes seront défaussées. Lorsque le joueur a terminé de jouer ses 2 cartes actions et qu'il a effectué ses actions, on va passer à la 2e phase qui est la phase événement. On va commencer par vérifier la force de chacune des actions de gauche à droite en commençant par l'action se déplacer. On va cumuler la force de toutes les cartes des joueurs qui sont dans cette action en les additionnant et on va additionner aussi les jetons perturbation qui se trouvent dans cette action. Si le total des cartes ainsi que des jetons cumule une somme de 6 et plus, à ce moment-là, on va déclencher l'effet de la crise du scénario. Et on va aussi aller déclencher l'effet d'une carte événement. Si la somme est seulement de 5, on ne déclenchera pas de crise, mais on va seulement déclencher une carte événement à ce moment-là. Et ensuite, toutes les cartes et jetons qui sont dans cette action seront défaussés. Donc, dans notre cas, on a une somme de 5, donc on ne déclenchera pas l'effet de crise, qui dans ce scénario va nous demander d'aller placer des jetons de dégâts sur les emplacements crise. Et quand on en aura 3 d'accumulés, ça va déclencher un renfort qui va apparaître sur le plan. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant, on va seulement résoudre la première carte du deck événement. Ce sont les cartes qui vont généralement activer ou déplacer et faire attaquer les ennemis ou faire différents effets qui seront indiqués dans le texte de la carte. On peut avoir une idée des sortes d'ennemis qui vont s'activer en regardant les symboles d'ennemis qui se retrouvent sur le dos de la carte. Donc ici, on va révéler cette carte événement et on va aller appliquer les effets de haut en bas. Il existe 3 types d'ennemis qui sont représentés par les 3 symboles suivants, donc les ennemis en mêlée avec la vibro-hache, les ennemis sniper avec une cible et les ennemis avec un pistolet. On retrouve ces symboles sur les jetons menaces d'ennemis, donc c'est en utilisant ces symboles qu'on va décider quels ennemis vont s'activer. C'est le joueur actif qui va décider quels ennemis vont se déplacer et quels ennemis vont faire des attaques. Donc ici, je dois commencer par déplacer un seul ennemi mêlé, puisqu'il y a un 1 à côté du symbole, et je vais le déplacer de 3 cases, puisqu'il y a un 3 en bas du symbole de déplacement. J'ai le choix de déplacer l'ennemi qui est ici ou l'ennemi qui est là. Donc c'est encore une fois le joueur qui va décider quel ennemi va s'activer, et les ennemis vont toujours se déplacer vers le joueur le plus près. Encore une fois, s'il y a égalité dans les déplacements, à ce moment-là, c'est le joueur actif qui va décider vers quel personnage il va se diriger. Donc, je pourrais décider de déplacer celui-là. Il va se déplacer de 3 cases vers le héros le plus près, qui est Mando. Donc, il va se déplacer de 1, 2 cases et va terminer son déplacement
avec lui. Ensuite, je dois choisir un ennemi qui a un symbole cible ou un ennemi qui a un symbole pistolet et il va faire une attaque à une portée de 2. Donc, je pourrais choisir l'ennemi qui est là, l'ennemi qui est là, l'ennemi qui est là et l'ennemi qui est là, normalement, puisque ce sont tous des ennemis qui ont ces symboles. Par contre, l'ennemi qui est ici, ici et là ont aucun personnage à une portée de 2, donc ils ne peuvent pas faire d'attaque. Donc, je ne peux pas les choisir puisqu'il y a un ennemi qui est éligible, qui est l'ennemi qui est ici. C'est le seul ennemi qui est à une portée de 2 d'un personnage. Donc, je serai obligé de le choisir. Je ne peux pas choisir un personnage qui va attaquer dans le vide si un personnage peut réussir à attaquer un héros. Donc, cet ennemi va infliger 1 point de dégâts à Mando. Donc, on va ajuster sur sa fiche de personnage. Donc, ici, on peut retourner le jeton 1 sur la face 2. On est maintenant rendu à 2 points de dégâts. Et une fois les effets de la carte événement activés, on va la placer dans une défausse et on va ensuite défausser tous les jetons perturbation ainsi que les cartes qui se trouvaient dans l'emplacement d'action qui viennent déclencher cet événement. Et ensuite, on va continuer à vérifier les autres emplacements d'action pour savoir si on doit déclencher d'autres crises ou d'autres événements. Donc ici, sur mon action d'attaque, j'ai un total de 3 plus 1, c'est un total de 4. Donc à ce moment-là, rien ne se déclenche. Et mes autres actions, pour l'instant, sont aussi en bas de 5. Donc je ne déclencherai pas d'autres événements ni d'autres crises dans cette phase événement. Il se peut qu'à certains tours de jeu, on ne déclenche aucun événement. Et on peut avoir aussi des tours de jeu où on peut déclencher 2 ou 3 événements de façon successive. Donc à ce moment-là, on va les régler un par un de gauche à droite. Et plus tard dans le jeu, on va déverrouiller certaines cartes événements qui vont faire un effet et qui vont faire un effet supplémentaire si on avait une force de 6 et plus. Donc si on a déclenché une crise, on va aussi déclencher l'effet supplémentaire de ces cartes. Si jamais on pioche une carte événement et qu'aucun effet ne peut s'activer, par exemple, si on active les ennemis de mêlée et ils vont ensuite attaquer les gens dans leur case, mais si tous les ennemis de mêlée ont été vaincus et qu'il n'y en a aucun sur le plan, cette carte événement n'a aucun effet. Dans ce cas-là, on va aller piocher un jeton de renfort et on va aller le placer sur une des 2 cases renfort du plateau principal, les cases avec des étoiles, et cet ennemi va apparaître à cet endroit-là. On va le placer dans la case renfort qui est la plus près d'un des personnages. Et une fois les crises et les événements activés, on va passer à la 3e phase qui est la phase de pioche. Donc le joueur va compléter sa main de carte en piochant des cartes de son deck pour avoir un total de 4 cartes. Si jamais il ne peut plus piocher que son deck est vide, à ce moment-là, il va remélanger sa défausse pour reformer un nouveau deck et continuer de piocher. Et on va ensuite passer au tour du joueur suivant et les joueurs vont continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'ils réussissent à accomplir l'objectif du scénario. Dans ce cas-ci, les joueurs devront trouver les 2 clés pour déverrouiller la porte qui se trouve sur des jetons circulaires. Et lorsqu'ils les auront trouvés, on va pouvoir aller les réclamer et les placer ici, ce qui va nous permettre de déverrouiller la porte et d'avoir accès au jeton menace triangulaire dans lequel un des 2 se trouve le fameux butin. Et si les joueurs terminent leur tour de jeu dans la même case que le butin, ils vont gagner la mission et remporter la partie. Si jamais un des joueurs est vaincu, qu'il reçoit autant de dégâts que son nombre de points de vie, à ce moment-là, les joueurs vont perdre la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue le scénario 1 de The Mandalorian Adventures. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Avant de vous présenter mon opinion sur le jeu, je vais parler de ce qu'on va déverrouiller en cours de partie. Donc, dans le jeu, on va avoir ce qu'on appelle un paquet de cartes guide. Donc, c'est un énorme paquet de cartes. Et à la fin de chacune de nos 6 premières parties, on va déverrouiller des nouvelles cartes avec des nouvelles règles, des nouveaux éléments de jeu aussi. On a même 2 enveloppes à l'intérieur du jeu. Donc, éventuellement, on va nous dire d'ouvrir ces enveloppes-là qui contiennent des nouveaux jetons, des nouveaux livrets de règles aussi, des nouveaux éléments qu'on va pouvoir ajouter dans nos parties de Mandalorian Adventure. Donc, on va découvrir ces règles-là un peu plus avancées au fur et à mesure de nos 6 premières parties. Si jamais vous ne voulez pas vous faire divulgacher ce qu'il y a dans ces enveloppes et qu'est-ce que vous allez déverrouiller, que vous voulez le découvrir par vous-même en jouant le jeu, je vous invite à sauter directement à la section sur mon opinion personnelle. Pour ceux qui décident de rester, ben là, je vais vous dire justement ce qu'on retrouve dans ces enveloppes-là. Je pense que c'est quand même important d'avoir ces informations-là pour savoir justement c'est quoi. Il y en a beaucoup qui s'inquiétaient de la rejouabilité de ce jeu-là parce qu'il y avait seulement 4 plans dans le livre-jeu. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a là-dedans.
Premièrement, vous allez enrichir un peu les personnages. Donc, vous allez avoir 3 nouvelles cartes de personnages qui vont s'ajouter dans le deck de chacun des personnages. Vous allez avoir des espèces de compétences épiques. Donc, ils vont avoir le symbole du Mudhorn. Ces compétences-là, quand vous allez les jouer dans une action, dans l'action correspondante, vous ne ferez pas l'action de base, mais vous allez seulement faire l'action de la carte qui est quand même super puissant. Et vous allez, en plus de ça, à la fin, dans la phase d'événement, la rangée où il y a cette carte-là va être considérée comme étant 5 et pas plus que ça. Donc, même si on déclencherait une crise parce qu'on a un total de 6 ou 7, ben, si on a mis cette carte-là, ça va être considéré comme un 5. Donc, on va juste déclencher un événement. On va aussi avoir des compétences Joker, c'est-à-dire une compétence qui va se déclencher sur n'importe quelle des 5 actions. Donc, on a les 5 couleurs. Vous avez certains plans qui vont avoir des actions propres à un scénario. C'est pour ça qu'il y a une 5e action éventuellement dans certains des plans. Et vous allez avoir une deuxième compétence épique pour votre personnage. Donc, 3 nouvelles compétences pour votre personnage. Vous allez éventuellement déverrouiller le personnage avancé, c'est-à-dire un personnage avec un pouvoir. Vous ne pouvez pas jouer à novice quand vous allez utiliser le pouvoir. Vous êtes obligé de jouer à standard avec moins de points de vie. Donc, c'est une habileté qui s'utilise une fois dans la partie et après ça, vous allez retourner votre personnage de l'autre côté quand vous l'avez utilisé. Donc, chaque personnage va avoir aussi ses propres cartes. Vous allez aussi dans le chapitre 2 déverrouiller le jeton de l'enfant. L'enfant, vous allez devoir, il va y avoir une mécanique de jeu dans laquelle on doit le transporter. Donc, on devra l'emmener avec nous et si on reçoit des dégâts, l'enfant va fuir. On va essayer de le ramasser. Puis ça va être important dans certains scénarios justement parce que l'enfant, il y a des ennemis qui vont essayer de le cibler pour aller le capturer puis gagner le scénario comme ça. Fait qu'on va avoir cette dynamique-là qui va rentrer en jeu. De plus, on va avoir éventuellement les cartes de l'enfant, donc le deck de cartes Grogu. Donc la personne qui transporte Grogu peut décider à la fin de son tour, quand elle pioche des nouvelles cartes dans sa phase de pioche, elle peut piocher des cartes dans son deck, mais elle peut aussi prendre une carte Grogu et après ça, elle va pouvoir utiliser cette carte-là. Donc on va avoir une carte dans chacune des actions, puis on va en avoir une 5e épique qu'on va débarrer éventuellement. Donc on va avoir 5 cartes Grogu qui vont être disponibles, qui vont ajouter une petite variété intéressante. On va aussi éventuellement déverrouiller les ennemis épiques, donc des ennemis plus difficiles. On va avoir des nouveaux aides de jeu pour ces ennemis-là parce qu'ils vont avoir des nouvelles capacités sur leur jeton. Fait qu'on va avoir à dealer avec ça, des ennemis qui vont être plus difficiles, qui ont plus d'habiletés. D'ailleurs, dans les premières choses qu'on va déverrouiller, il y a d'autres habiletés. Là. On a juste vu l'habileté sentinelle pour les ennemis. On a une habileté que quand l'ennemi se déplace, il va mettre justement un jeton avec un chiffre là, sur nos actions. Donc, il va saboter nos actions tranquillement. Fait qu'on va avoir des événements qui vont se déclencher plus vite. On a une habileté aussi qui est pugnace, qui est si on est avec les 2 petites épées, si on est dans la case avec un ennemi et on décide de se déplacer, ben là, cet ennemi-là va nous infliger 1 point de dégâts à ce moment-là quand on quitte sa case. Fait que ça, c'est des habiletés de base qu'on va aussi déverrouiller éventuellement des ennemis qui vont avoir ces habiletés. Et la chose la plus cool, probablement qu'on va déverrouiller, c'est ces fameuses missions mercenaires. Donc, vous allez avoir 4 missions mercenaires. Donc, c'est recto verso. Ce sont des missions supplémentaires que vous pouvez jouer et vous pouvez les jouer sur n'importe lequel des 4 plans. Donc, vous prenez un des 4 plans et vous allez placer cette fiche-là à la place de la fiche mission de base dans le livre. Et ça va vous donner les objectifs, les règles particulières pour cette mission. Donc, par exemple, ça, c'est la mission d'aller chercher le fameux œuf du Mudhorn pour l'emmener au Jawa pour qu'il mange. Donc, c'est encore une fois une mission qui est thématique quand même dans la saison du Mandalorian. Donc, on va pouvoir faire cette mission-là. On en a 3 autres, donc on en a 4. Chacune peut se faire sur n'importe quel plan, fait que ça fait 16 combinaisons de missions avec la carte qu'on peut faire, qui va quand même varier un petit peu, parce que les règles des cartes vont rester. Donc, par exemple, si je reprends la carte 1, bien, il faut encore trouver les 2 clés pour aller chercher le jeton qui est important, mais après ça, on va avoir une autre dynamique qui va se rajouter. On va avoir le Mudhorn ici qui va nous courir après, qui va essayer justement de tuer l'enfant. Fait que là, ça va changer un petit peu la dynamique, dépendamment dans quelle carte on va le faire. Fait qu'on a quand même 16 scénarios qu'on peut faire qui vont être différents en plus des 4 qu'on vient de faire. Et dans la deuxième enveloppe, vous allez déverrouiller une version avancée des 4 scénarios de base. Fait que vous allez avoir une fiche comme ça pour chacun des scénarios de base pour sa version avancée qui sont plus difficiles.
Et vous allez avoir des scénarios qui vont pouvoir se jouer aussi avec le mode traître. Donc, on va avoir des cartes de loyauté, 3 cartes loyales, une carte de traître. Fait qu'on va, au début de la partie, quand on va jouer ces scénarios-là, on va avoir quelques petites modifications à faire. L'action d'attaque va changer pour nous permettre de faire des dégâts aux autres personnages aussi. Puis, on va avoir, justement, on va recevoir une carte de loyauté au début. Ça se peut qu'il n'y ait pas de traître puis qu'on ait juste des soupçons, mais ça se peut qu'il y ait un traître. Il va essayer de faire perdre les héros, justement, de les faire perdre le scénario. Donc, on va avoir cette dynamique-là qui peut s'installer si vous aimez les jeux avec trade, ben ça va être quelque chose qui va entrer en jeu que vous pourrez faire avec les scénarios qui vont vous le permettre. Donc, il y a quasiment la moitié des scénarios qui vont permettre d'utiliser le traître. Donc, c'est tout ça, les choses que vous allez déverrouiller. Fait qu'au final, vous allez avoir 24 scénarios total, 16 combinaisons avec les mercenaires, les 4 de base, puis les 4 avancés. Ce qui fait un total, normalement, de 24 scénarios différents que tu peux faire avec toutes ces combinaisons-là. Puis évidemment, tu peux changer aussi les personnages que tu joues, les 8 personnages. Donc, quand on déverrouille des cartes pour les personnages, qu'on déverrouille la carte de personnage avancé, on les déverrouille pour les 8 personnages aussi. Fait que les 8 personnages vont recevoir des nouvelles cartes, des nouvelles choses. On va aussi déverrouiller un paquet de nouvelles cartes événements, donc des événements qui sont encore de fois de plus en plus difficiles. Le paquet de cartes événements va être à peu près 2 fois plus gros lui aussi au fur et à mesure qu'on va jouer. Fait que ça aussi, ça devient quand même intéressant. Donc, en gros, c'est pas mal ça, tout le matériel que vous allez déverrouiller au fur et à mesure de vos 6 premières parties. Puis après ça, ben, c'est à vous de jouer les scénarios qui vous plaisent en utilisant tout le matériel, en modulant les difficultés et tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu de Mandalorian Adventure? Donc, j'ai déjà joué 6 parties, donc j'ai déverrouillé tout le matériel qu'il y avait à déverrouiller. C'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous le présenter. Donc, premièrement, si on regarde le matériel du jeu, c'est un jeu qui va se détailler à peu près à 60$. Donc, c'est quand même très bien ce qu'il y a à l'intérieur pour le prix qu'il va se vendre. C'est des composantes principalement en carton. Le carton est bien épais. Fait que c'est quand même très bien. Un insert aussi que vous voyez sur la table en arrière, un insert en genre de carton. Donc, c'est une production qui est éco-friendly. Il n'y a pas de plastique à l'intérieur du jeu. Fait que ça, je trouve que c'est quand même faut le souligner quand que les compagnies prennent le temps de le faire. Donc, ça passe pas inaperçu pour moi de voir ça, là, des productions sans plastique. Fait que ça, c'est super intéressant. J'aime le principe du livre-jeu. Donc, ça accélère quand même le setup des missions. Le fait que chaque mission, chaque plan, en fait, va avoir son set de jetons. Fait que peu importe la mission que je fais sur le plan, ben, je vais toujours utiliser les jetons 1 avec la carte 1, les jetons 3 avec la carte 3, et etc. Ça représente les ennemis, ça représente aussi les objectifs, ça représente des jetons atouts, des fois des jetons qui ont des règles spéciales selon le scénario aussi. Fait que ça, c'est quand même intéressant là, de changer de carte puis d'essayer des différentes combinaisons aussi avec les scénarios mercenaires aussi qu'on va déverrouiller. Fait qu'il y a plusieurs combinaisons qu'on peut faire. Les personnages aussi, on en a quand même 8, ce qui est beaucoup dans ce genre de jeu-là. Souvent, on a juste 4 personnages quand ça se joue à 4. Fait qu'on a quand même 8 personnages qui ont chacun leur deck de cartes, leurs affaires, leur dynamique aussi. Fait que c'est intéressant. On peut aussi changer de personnage d'une partie à l'autre pour pouvoir essayer des personnages différents. Fait que belle variété au niveau des personnages. Sinon, le visuel, c'est quand même très bien. Donc, c'est des visuels, évidemment, qui sont beaux dans l'univers de Star Wars. On reconnaît les endroits aussi qui représentent des scènes qui se sont passées dans la série de Mandalorian. Justement, le scénario 1, ben, c'est quand Mando et IG-11 s'en vont dans le fond, réclamer le butin, qui se rend compte que c'est finalement l'enfant qui est le butin. Fait qu'on reconnaît ces scènes-là qu'on aime de cette série-là. Fait que c'est toujours un plus. Je pense que Corey Konieczka, c'est pas ses premiers 1000 dans des jeux de Star Wars. Fait qu'il sait, il sait comment bien amener ça. Il sait aussi comment respecter la thématique. Puis c'est ça qui nous engage dans ce genre de jeu-là. Il y a des petits détails. Des fois, tu fais comme, pourquoi ce personnage-là, il commence à telle place dans cette mission-là, si je le prends? Pourquoi lui, il arrive en jetpack à la fin du premier tour? Parce que dans la scène du Mandalorien, ben, c'est ça qui se passe. Pourquoi Mendo il reçoit une de ses cartes un scénario plus tard que tout le monde? Parce qu'il gagne son jetpack à la fin de la saison. Fait qu'il gagne sa dernière carte après tout le monde. Fait que c'est des petits détails que tu réalises pas, mais quand t'es évidemment fan de la série, tu vois que c'est des Easter eggs qui ont été plantés là. Fait que ça, je trouve que c'est quand même encore une fois très bien implanté de la part de Corey. Puis j'espère qu'il continuera en faisant une saison 2 et 3 de ce principe de jeu-là. C'est un jeu qui est bien ficelé, je trouve. C'est un jeu qui est très tactique, qui demande quand même une bonne communication entre les joueurs. Fait que ça, c'est le fun. On peut essayer de se coordonner, justement. De se coordonner pour pas qu'il y ait trop d'actions qui explosent en même temps au même tour, justement, parce que pas qu'il y ait trop d'ennemis qui nous attaquent en même temps. Fait qu'il faut bien gérer comment on met nos actions sur les piles de cartes, quand on les fait exploser. On a quand même un contrôle qui est le fun aussi là-dessus.
Je trouve que les jeux justement où l'ennemi n'a pas de tour de jeu proprement dit, puis c'est un tour de jeu réactif comme ça, je trouve que c'est le fun, ça laisse plus de place aux joueurs parce que les joueurs sont tout le temps en train de jouer des tours de jeu. Puis à la fin de notre tour de jeu, ben là, si on a justement atteint 5 ou 5 et plus, ben là, il va se passer des événements. 6 et plus, en plus, on fait l'effet de la crise. L'effet de la crise est relié à la mission, fait qu'il va être différent sur chacune des missions aussi, fait que ça c'est le fun. Fait que c'est vraiment un système que je trouve engageant, c'est un système que justement qui réduit les downtime, qui fait qu'on est vraiment tous dans l'action, puis on peut bien se coordonner ensemble pour essayer de tirer le meilleur. Des fois, on est comme, ok, ben je vais essayer de faire exploser une action seulement, puis là, toi, ça va te libérer celle-là, fait que tu vas pouvoir faire un gros déplacement après ça, puis toi, tu vas pouvoir faire exploser telle action, fait qu'on veut pas qu'il y ait trop d'événements en même temps, parce que c'est là qui est dangereux, puis que c'est un peu plus imprévisible, parce qu'on voit pas ce qui s'en vient. Si on déclenche 3 événements dans le même tour, ça peut être super dangereux. Il y a aussi les cartes planification. Il y en a juste 3 modèles, mais c'est quand même des cartes qui sont qui donnent des avantages tactiques, qui vont te permettre de jouer une 3e action, qui vont te permettre de tuer un ennemi avec une riposte, de bloquer un point de dégâts, qui est généralement la façon la plus facile d'éviter des points de dégâts, parce qu'il y a pas tant d'effets qui peuvent se soigner. Des fois, il y a quelques personnages qui ont une carte qui peut faire un soin qui réussissent à faire ce qui est demandé sur la carte. Des fois, on a des jetons de medpack qui peuvent traîner, mais sinon, c'est assez rare les effets de soin. Fait qu'il faut faire attention. Fait que d'aller chercher des cartes de défense, ça peut nous sauver 1 ou 2 points de dégâts. Ben, ça peut faire la différence là, au fil d'une mission. Fait qu'un jeu coopératif qui a une belle cohésion de groupe, qui est très tactique, de déplacement, de gestion, puis qu'il donne le contrôle vraiment aux joueurs. Fait que ça devient un jeu quand même assez puzzle. Le livret de règles est écrit d'une main de maître, donc vraiment hyper clair, plein d'exemples aussi, vraiment bien structuré, rien à dire. Avec les informations au verso, un index à la fin, c'est super facile de retrouver des choses. Quand vous allez ouvrir les enveloppes, vous allez aussi avoir des petits livrets d'instructions pour les nouveaux éléments qui vont s'amener de ces enveloppes-là. Fait que c'est facile de retrouver des règles quand on cherche ça à l'intérieur, puis quand on apprend le jeu, ça se fait encore une fois très bien. On va aussi avoir un nouveau mode de jeu qui va arriver avec ce qu'on va déverrouiller dans les enveloppes, qui est le mode avec un trade. Fait que si vous aimez les jeux avec un trade, ben c'est un jeu qui va vous permettre d'avoir cette dynamique-là dans votre groupe de jeu. C'est un jeu qui joue aussi facilement en solo. On peut jouer le mode partagé où on peut justement contrôler tout simplement 2 personnages comme dans à peu près tous les jeux coop. Comme c'est pas un jeu d'une très grande complexité, je pense que ça se fait bien de contrôler plusieurs personnages. Puis je pense même que c'est un peu moins aléatoire que d'y aller avec le mode partagé. Fait que justement, si on tombe dans les côtés négatifs, si on ne suit pas ce qui est demandé dans le livret d'instructions, donc c'est-à-dire qu'on ne prend pas les personnages ou le nombre de personnages qui est demandé, on peut jouer ce qu'on appelle le mode bac à sable, qui nous permet d'utiliser le nombre de personnages qu'on veut, puis n'importe quel personnage, fait qu'au final, ça ne change rien. Ou on peut utiliser ce qu'on appelle le mode partage, c'est-à-dire que peu importe le nombre de joueurs, on va utiliser 2 personnages et tout le monde va contrôler ces 2 personnages-là. Donc qu'on soit solo, qu'on soit à 3 ou à 4, on va mâcher 2 decks ensemble, puis tous les joueurs vont piocher dans ce deck-là commun. Puis donc on peut avoir des cartes des 2 personnages dans nos mains, on peut avoir des cartes juste de 1, dépendamment de ce qu'on va piocher. Je trouve que c'est un peu de random pour rien dans ce jeu-là, qui est quand même très très tactique. Fait que honnêtement, ce mode-là, je trouve que c'est pas super bien. Je pense que c'est plus fun de contrôler chacun son personnage. Puis je pense que pour le mode solo, je pense que c'est plus tactique de contrôler 2 personnages, un à côté de l'autre, indépendamment, que de mâcher les 2 decks ensemble. J'ai essayé pour une partie, puis j'ai trouvé ça un peu whack. Fait que le mode partage, pas super fan, honnêtement, là, de ce mode de jeu-là. Côté matériel, l'insert est cool, mais il n'y a rien pour le mettre sur le dessus. Fait que si on veut notre boîte à l'envers, tous les jetons se ramassent n'importe où dans la boîte. Fait que c'est un insert à moitié efficace, on va dire. La qualité des composantes est généralement très bien, sauf pour les cartes qui sont peut-être un peu minces. Donc la qualité des cartes est moyenne, je vous dirais. Sinon, pour le visuel des cartes, il y a quand même une répétition. Donc les cartes ont le dos de la carte de Mando. Les cartes qui n'ont aucune habilité, c'est la même image. Puis c'est la même image tout le temps sur les cartes qui n'ont pas d'habilité. Fait que je trouve qu'on a une petite paresse au niveau là, des visuels. On aurait pu essayer de mettre justement des poses différentes sur les cartes, puis d'en bénéficier pour mettre un peu plus de art intéressant. C'est pas ça qui manque là, dans l'univers de Star Wars. Fait que je trouve que une petite paresse au niveau du visuel des cartes. Là, un petit peu répétitif. Et un peu comme tout le monde, je pense que j'en aurais pris plus, donc je pense que le jeu est vraiment le fun, puis j'aurais aimé avoir plus que 4 maps différentes là, dans le livre-jeu. Je pense qu'on aurait pu au moins en faire 2 de plus, là, ça aurait à faire une encore plus belle variété au niveau des scénarios là, qu'on peut essayer de faire dans le jeu. Somme toute, de Mandalorian Adventure, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé.
Évidemment, j'ai beaucoup d'attentes quand c'est des jeux de Star Wars qui viennent de Cory Konexka. Je sais qu'il n'est pas à son premier rodéo avec ce thème-là. Je pense que c'est un univers qu'il comprend bien. Je pense que lui-même est un excellent fan de Star Wars et qu'il comprend bien ce qu'on veut vivre dans un jeu Star Wars. Il a fait un jeu qui est quand même simple à prendre en main, donc il s'apprend très bien. Un jeu qui est très tactique, un bon jeu coopératif, justement. On va avoir besoin d'une bonne cohésion ensemble pour pouvoir arriver à faire ce puzzle-là, puis à gérer la mission, gérer les ennemis, pour pas prendre trop de dégâts aussi. Fait que très tactique. Gestion de cartes qui est le fun, qui est intéressante, qui donne le contrôle aux joueurs avec justement le système d'événements, d'interruption d'événements, de crise qui va se faire quand on va avoir mis trop de puissance sur une action. Fait que c'est vraiment un bon système de jeu que je trouve le fun. Des parties qui sont rapides, donc ça prend généralement 60 minutes de jouer une partie. Fait que c'est le genre de jeu que tu peux enchaîner 2-3 parties là, dans ta soirée aussi. Fait que ça, c'est quand même toujours très bien. Fait que je vais donner une note de B+, pour moi, un très bon jeu, encore une fois, de Monsieur Konexka dans l'univers de Star Wars. Ce que je trouve le fun, c'est aussi un style un peu dungeon crawl, mais abordable. Donc, c'est un jeu qui va se détailler autour de 60$. Oui, c'est des composantes en carton, il n'y a pas de figurines, mais ça reste quand même un très bon prix d'entrée. Puis en français, même à 60$. Fait que c'est quand même très très bien là, pour ce type de jeu-là. Fait que c'est vraiment un bon petit produit. Je pense que le jeu va bien fonctionner puis que ça va lui donner le goût de faire la saison 2. Donc, qui sait, l'année prochaine à Gen Con, on pourra peut-être jaser avec lui de la saison 2. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer. This is the way.